En France, nous avons la chance d'être sur le podium et de se battre chaque année pour les premières places des pays les plus imposés au monde. Dans cette vidéo, on part d'un constat simple. Aujourd'hui, vous devez payer X euros d'impôts. Quels sont les moyens concrets pour faire diminuer ce montant d'impôts? Je m'appelle Thomas Mayol, je suis conseiller en investissement financier, certifié par l'AMF, investisseur passionné depuis plus de 8 ans et fondateur de l'Académie des investisseurs. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble 3 possibilités pour réduire le montant d'impôt que vous payez chaque année. Petit spoiler, la troisième est celle que je préfère personnellement. Et je vous donnerai mon avis personnel à la fin de la vidéo sur ce qu'il y a réellement de mieux à faire concrètement selon votre situation. Pour comprendre les différentes méthodes pour faire diminuer votre impôt que l'on va voir ensemble, il faut au préalable comprendre comment fonctionne notre système d'impôt sur le revenu. En France, c'est un système progressif d'impôt sur le revenu. Comme vous pouvez le voir sur ce tableau qui provient directement du site du gouvernement, il y a actuellement 5 tranches d'imposition différentes. Je dis bien actuellement, car selon les gouvernements, ils peuvent les modifier. Par exemple, le candidat du Nouveau Front Populaire, Jean-Luc Mélenchon, voulait passer à 14 tranches. Bref, fin de cette petite aparté, prenons un exemple concret. Si mon revenu imposable est de 40 500 euros par an, alors mes 11 294 premiers euros ne seront pas imposés étant en tranche 1. 11 294 fois 0%, ça fait 0 euros d'impôt. Tout ce qui sera entre 11 295 et 28 797 sera imposé à 11%, en tranche 2, ce qui nous fait, après calcul, 1925 euros d'impôt. Et tout ce qui sera au-delà de 28 798 euros jusqu'à mes 40 500 euros de revenus imposables, vous le suivez, la logique, seront en tranche 3 et donc imposés en conséquence à 30%, ce qui nous fait 3 510 euros d'impôt en plus. Ici, au total, je paye donc 3 510 plus 1925 égale 5 435 euros d'impôt par an. Ok, une fois cela en tête, à partir de là, j'ai plusieurs méthodes pour faire diminuer cet impôt. On a dit dans notre exemple que mon revenu imposable était de 40 500 euros par an. Le revenu imposable, c'est votre revenu à partir duquel est calculé votre impôt. Pour l'obtenir, je vais simplifier parce qu'il y a bien évidemment des subtilités, donc les fiscalistes ne me tapez pas dessus en commentaire, mais globalement, on prend votre salaire net annuel, donc imaginons ici 45 000 euros net par an de revenus, et ensuite, par défaut, on applique un abattement de moins 10% sur ce revenu. Ici, 45 000 euros moins 10% fois 45 000 euros égale 40 500 euros, qui est donc le revenu à partir duquel on a calculé l'impôt précédemment. Les méthodes qu'on va voir dans cette vidéo consistent à utiliser les déductions fiscales, qui sont des éléments permettant de faire diminuer le revenu imposable. Forcément, plus le revenu imposable est faible, plus l'impôt sera faible. Notre objectif ici va donc être de se demander comment je peux faire diminuer le plus possible le montant à partir duquel est calculé mon impôt. Alors on est parti pour voir tout ça ensemble. Première méthode, la déclaration des frais professionnels au réel. Ici, pour obtenir notre revenu imposable, on a appliqué par défaut l'abattement de moins 10% sur notre salaire annuel net. Nous avons le droit, si on en fait la demande, de renoncer à cet abattement de moins 10% et à la place de déduire de notre revenu annuel nos frais professionnels. Ainsi, notre revenu imposable est désormais égal à revenu annuel net moins frais professionnels. Parmi les frais professionnels, on compte notamment les frais kilométriques si vous faites beaucoup de déplacements par exemple, les frais de télétravail, les frais repas, les frais d'équipement, les frais de formation, etc. Je vous mettrai la liste complète en description si vous voulez voir tout ça en détail et si ça peut être avantageux dans votre situation. La déduction des frais au réel sera plus avantageuse pour vous, tout simplement si et uniquement si le total de vos frais professionnels est supérieur à 10% fois votre revenu annuel net, et donc supérieur à ce que vous pouvez déduire avec l'abattement classique de moins 10%. Si ce n'est pas le cas, alors il vaut mieux opter pour l'abattement de moins 10%, d'autant que ce sera plus simple. Si par contre c'est le cas, alors vous pouvez très bien opter pour déclarer vos frais au réel, ce qui pourra faire diminuer votre impôt sur le revenu. Imaginons que notre total de frais professionnels s'élève ici à 7 000 euros. Alors notre revenu imposable passe d'initialement 40 500 euros avec l'abattement de moins 10%
à 38 000 € avec les frais au réel, 45 000 moins 7 000. Et après calcul, notre impôt annuel passe ainsi de 5 435 € par an initialement à 4 685 € par an. Ensuite, on peut encore faire diminuer ce revenu imposable via deux leviers qui peuvent être intéressants. Deuxième méthode, l'investissement dans un plan épargne retraite ou PER. Le PER, c'est une enveloppe fiscale qui permet d'investir pour préparer sa retraite. Son fonctionnement de base est très similaire à l'assurance vie. Vous pouvez investir de l'argent dans votre PER et le répartir entre des fonds euros garantis, qui sont donc des placements sécurisés, ou dans des placements plus dynamiques qu'on appelle des unités de compte. Au sein de ces unités de compte, on retrouvera notamment des placements en bourse, immobilier, ou encore private equity, produits structurés, etc. Imaginons que j'ouvre un PER et que je choisis d'investir 250 € par mois dedans, soit 3 000 € par an. Je peux répartir mes 250 € entre une partie en fonds euros garantis, une partie en bourse, etc. pour dynamiser mon investissement. Mais l'avantage principal est que je vais en plus pouvoir déduire une partie de cette somme investie de mon revenu imposable. Le montant que je pourrai déduire va dépendre de ma tranche marginale d'imposition. Si on revient rapidement un peu en arrière pour comprendre tout ça, j'ai donc, via la déduction de mes frais au réel, pu faire diminuer mon revenu imposable à 38 000 € par an. Selon notre tableau, 38 000 € par an, je suis donc toujours en tranche 3 à 30%. Ça, c'est ma TMI, ma tranche marginale d'imposition. Avec mes investissements dans mon PER, je vais pouvoir déduire mes 3 000 € d'investissement par an fois 30%, qui est ma TMI, égale moins 900 € par an de mon revenu imposable. Ainsi, mon revenu imposable passe de 38 000 à 37 100 €. L'impact du PER est d'autant plus gros que votre TMI est élevé. Ainsi, dans notre situation ici, mon revenu imposable passe alors de 38 000 à 37 100 €. Et mon impôt annuel passe donc de 4 865 € par an initialement à 4 415 € par an. Depuis le début, j'ai déjà réussi à faire baisser mon impôt d'environ 1030 € par an. Le PER permet donc à la fois d'investir pour faire fructifier mon argent et de réduire mon imposition. Néanmoins, attention au piège du PER qui a d'autres inconvénients. Le fait que les fonds sont bloqués jusqu'à la retraite, sauf cas particuliers, comme par exemple l'achat de la résidence principale, mais surtout le fait que tout ce qu'on déduit de nos impôts sera de nouveau imposable lors du déblocage des fonds à la retraite. Donc ça sera surtout avantageux dans certains cas spécifiques. Une vidéo dédiée au PER sortira prochainement, peut-être qu'elle sera déjà sortie au moment où tu regardes cette vidéo si cela t'intéresse. Ok, à ce stade on a déjà mis un bon coup à nos impôts. Et on va finir par une troisième méthode pour encore faire diminuer ce revenu imposable qui est personnellement celle que j'apprécie le plus et que je trouve réellement la plus avantageuse. Je vous dirai pourquoi juste après. Troisième méthode, le déficit foncier en immobilier. On a donc vu qu'il était possible d'investir dans des placements financiers avec le PER tout en réduisant son revenu imposable. Il est possible de faire exactement la même chose avec l'investissement immobilier locatif. Mais pour moi, avec plus d'avantages que le PER. On voit ça tout de suite. Imaginons que je souhaite investir dans l'immobilier pour utiliser l'effet de levier et me bâtir un patrimoine. Plutôt que de sélectionner un bien tout neuf qui va me coûter très cher à l'achat, je vais plutôt chercher un bien ancien, plus décoté et avec pas mal de travaux. Je vais acheter ce bien 100 000 € et je ferai 40 000 € de travaux dedans. Je vais ensuite louer ce bien, disons 700 € par mois pour l'exemple, et ces 700 € par mois, donc 8 400 € par an au total, s'ajoutent techniquement à mon revenu imposable. Néanmoins, si j'opte pour le régime au réel, je vais pouvoir déduire toutes les charges liées à la gestion du bien et le coût des travaux de ces loyers imposables. Imaginons donc qu'au final, j'ai d'un côté 8 700 € de revenus que je perçois avec mes loyers, et de l'autre côté, avec les charges liées à la location et les travaux que j'ai réalisés, je peux déduire 11 000 €, parce que j'ai fait beaucoup de travaux. J'arrive donc sur un résultat de moins 2 300 €. Dans cette situation, non seulement mes loyers ne sont plus imposables, mais en plus, les moins 2 300 € restants sont considérés comme un déficit foncier, que je peux donc déduire de mon revenu imposable de base. Et mon impôt passe donc de 4 415 € par an à 3 725 € par an. Il est possible, avec le déficit foncier, de déduire jusqu'à 10 700 € par an. C'est donc un levier vraiment considérable. Les travaux nous permettent d'une part d'acheter un bien décoté,
de le faire prendre en valeur pour pouvoir le louer potentiellement plus cher et en plus de baisser nos impôts avec. Et ici, contrairement au PER, on ne sera pas refiscalisé plus tard. D'où le fait que c'est ma méthode favorite dans les déductions fiscales. À savoir que le déficit foncier peut être uniquement réalisé dans le cadre de l'allocation nue et donc avec aussi les frais au réel. Maintenant, si on résume, on partait au début d'un revenu imposable de 40 500 € par an. On se retrouve avec un revenu imposable de 34 800 € par an. Et notre montant d'impôt est passé de 5 435 € par an à 3 725 € par an, pour une économie de 1 710 € d'impôt. Maintenant, pour finir, quel est mon avis personnel sur tout ça? Beaucoup de personnes sont très vite attirées par les moyens de réduire leurs impôts parce qu'on est dans un pays très fiscalisé. Néanmoins, dans beaucoup de cas, il est plus intéressant de regarder vers le haut que vers le bas. Et donc de regarder plutôt vers augmenter ses revenus via l'investissement plutôt que diminuer ses impôts où le potentiel est bien plus limité car forcément on ne peut pas réduire nos impôts indéfiniment et il y a un moment où on arrive au bout. C'est pourquoi le déficit foncier est la méthode que j'affectionne le plus ici. Car la diminution de nos impôts en utilisant le déficit foncier est une conséquence d'un investissement fructueux qui va probablement nous permettre aussi d'augmenter nos revenus. Et donc on ne se focalise pas uniquement sur la défiscalisation. Le PER peut être dans certains cas très utile, notamment quand on est dans des TMI élevés comme par exemple 41 ou 45%, qu'on a des gros revenus et qu'on anticipe une baisse de ces revenus à la retraite. Utiliser les quelques leviers dont on dispose pour diminuer vos impôts, c'est donc très bien. Mais si vous voulez vraiment développer votre patrimoine, le plus gros de votre focus doit être mis sur les investissements. Car contrairement à beaucoup de croyances, la partie optimisation fiscale de l'impôt sur le revenu reste assez limité pour les particuliers en France. Alors que sur la partie croissance de ton patrimoine, que ce soit via la bourse, l'immobilier ou tout autre type de placement, il n'y a pas de seuil limite. Et si cette partie investissement t'intéresse, tu es au bon endroit car ici on parle de toutes les meilleures stratégies d'investissement. Alors n'hésite pas à t'abonner si cette vidéo t'a plu et que tu ne veux pas rater les autres et je te dis à très vite.